Salut les curieux! Dans cette vidéo, on parlera de l'évolution de nos moyens de transport. Je vais vous démontrer que ce sont l'addition de petites évolutions qui nous ont amenés à faire de grands pas afin de nous déplacer avec moins d'efforts. Donc, à l'aide de personnages, de dessins et d'extraits vidéo, je vais vous souligner certains faits marquants de l'histoire qui vous surprendront sur nos moyens de transport. Bon, arrêtons les blablas et commençons notre histoire. Viens regarder qui fait la fête de vie. J'ai une honte de le prendre et se fatiguer. Viens te regarder comme c'est fait. Tu es du genre curieux. Alors viens t'en voir ce qui va devenir. Les idées autour et pas compliqué. Viens qu'à te brancher comme c'est fait. Tu aimais bien apprendre. Alors, bien sûr, je t'apprends. Les cas faciles comme ça a certainement quelque chose de bien. Pourquoi t'apprends la mécanique? C'est ce qu'on fait de façon ludique. T'auras du plaisir à tout regarder. Viens t'abonner à MCC. Mon pépé, il va tout te montrer. Mais t'as facile comme ça, c'était pour toi. Au tout début, transporter de lourdes charges demandait des efforts considérables. Comme nous le savons tous, l'homme est paresseux et cherche à minimiser ses efforts. Donc, il est indéniable qu'au fil du temps, les animaux ont joué un grand rôle en lien avec les transports. On parle ici de l'utilisation des animaux, soit le bœuf, l'âne ou le cheval, pour effectuer des travaux, ou y transporter des charges, soit sur son dos ou par la suite en utilisant des brancards, afin de minimiser l'effort associé au poids de la charge. Donc, au lieu de les porter, seulement les tirer. Cependant, une des premières innovations est sans aucun doute la création de la roue. Mais oui, Pépère, les roues sont à la base de tous les transports. Les premières roues ont été créées à l'âge de pierre. Donc, l'âge de pierre nous dit roue en pierre. Bien que ce type de roue nous permit déjà de transporter des charges beaucoup plus lourdes, et ce relativement plus facilement, la roue de pierre imposait déjà en elle-même un poids considérable. Par contre, on y gagnait tout de même une réduction de l'effort afin de transporter certaines charges. Comme nous le mentionnons, le poids doit être pris en considération lors des transports de charges. Alors, l'invention de la roue de bois fut à son tour une avancée importante. Cette fois encore, la conception de roues de bois demandait d'avoir une roue pleine, donc moins lourde que celle en pierre, mais encore nettement trop lourde. Par conséquent, une des innovations importantes concernait les roues en bois et assurément la roue à rayons. Cette nouvelle technologie datant de 2000 ans avant Jésus-Christ réduisait avantageusement le poids de la roue et permettait le transport de charges de plus en plus lourdes. Ce type de roue sera utilisé jusqu'à l'arrivée des voitures dites modernes, début des années 1900. On parle ici du modèle T. Donc, l'invention de la roue a apporté sur les routes différents types de véhicules. Comme nous le voyons de nos jours, les classes sociales avaient chacun leurs moyens de transport, plus ou moins luxueux, selon leur richesse. Sans respecter la chronologie de leur arrivée, je vais vous en présenter quelques-uns. Commençons avec le char. Dans l'Antiquité, un char est un véhicule à deux roues, tiré par un ou des animaux, notamment des chevaux. Il a été utilisé pour la guerre durant l'âge de bronze et de fer. Devenu désuet militairement, il continue d'être utilisé pour les voyages, les parades et dans les jeux. En parlant de jeux, qui n'a pas entendu parler des courses de chars présentées dans le Colisée de Rome? Regardons maintenant la charrette.
La charrette est légère et peut être équipée d'un ou deux brancards lui permettant d'être tractée par un ou deux chevaux, et à certaines époques elle était même tirée par des bœufs. Utilisée depuis l'Antiquité, la charrette est destinée à transporter divers types de marchandises, foin, bois mort, pierres, récoltes de fruits et de légumes, et plus encore. Lors de la Révolution française, la charrette servait même à transporter des condamnés à mort. Elle était alors complétée par une rambarde sur les côtés. Il est à remarquer que l'on parle de charrette à bras quand celle-ci est poussée ou tirée par un homme, et non tirée par des animaux. Continuons avec la coche. La coche est l'ancêtre du chariot. C'est un véhicule de type hippomobile. On appelle hippomobile quand un véhicule tiré par un ou plusieurs chevaux. On nomme le conducteur du coche un cocher. On l'utilisait principalement sous forme de transport en commun. Il pouvait transporter de 6 à 8 personnes, aussi bien en ville que pour les longs trajets. Rappelez-vous, le cocher était à l'origine le conducteur de la coche. Le nom cocher est demeuré par la suite pour tous les types de véhicules hippomobiles, et ce même après la disparition du coche lui-même. Maintenant, allons voir le chariot. Le chariot est la version plus robuste de la charrette. Contrairement à celle-ci, il est muni de 4 roues pour le transport de charges beaucoup plus lourdes. Question. Comment nomme-t-on le chariot qui a joué un grand rôle dans la découverte de l'Amérique? La diligence, le chuckwagon ou le coche? En effet, qui ne se souvient pas du fameux chuckwagon que les colons utilisaient pour se rendre à la terre promise, ou même à la découverte de l'or du Klondike. Par la suite, les fermiers ont utilisé le chariot pour leur transport avant l'arrivée des véhicules à moteur. Le carrosse. Ancienne voiture à 4 roues, le carrosse qui était fabriqué sur mesure, il était exclusivement réservé aux nobles et par la suite il deviendra également accessible aux grands bourgeois. Ce type de véhicule équivaut de nos jours à une voiture de luxe. Rappelons-nous cette expression familière, c'est la 5e roue du carrosse, ce qui veut dire que c'est une personne ou une chose qui ne sert à rien. Le carrosse fut remplacé par la diligence. Plus modeste que le carrosse, la diligence est en quelque sorte l'ancêtre du transport en commun interurbain. Elle est un des véhicules qui a contribué au développement des transports en Amérique du Nord. En moyenne, elle parcourait 50 milles par jour si la route était sèche et beaucoup moins en terrain boueux. En plus de transporter des passagers, elle servait au transport de courrier. Tout au long de son parcours, on y retrouvait des relais pour les diligences à tous les plus ou moins 50 milles. Ceux-ci permettaient aux voyageurs de se nourrir et de se reposer pour la nuit. Entre les relais, soit à environ toutes les 10 ou 12 milles, on retrouvait aussi des stations où les chevaux pouvaient être remplacés et ainsi permettre d'avoir des attelages performants en tout temps. La diligence était souvent la cible des voleurs. C'est pourquoi on y retrouvait dans l'équipe un homme armé afin d'assurer la protection de ses passagers et des colis transportés. C'est pour cette raison que les diligences ne voyageaient généralement pas la nuit. Le premier véritable prototype de véhicule automobile au monde, muni d'un moteur et pouvant transporter un homme adulte, a été inventé par Nicolas Joseph Cugnot en 1769. Ingénieur de profession, Cugnot avait pris un chariot robuste destiné à transporter des charges très lourdes que l'on appelait fardiers. Il a modifié l'essieu avant et lui a greffé un moteur à vapeur. Les dimensions de son fardier sont très imposantes. 7,25 mètres de long, 2,19 mètres de large, un poids à vide de 2,8 tonnes et environ 8 tonnes chargées. Cependant, cet énorme poids ne lui permettait de se déplacer qu'à une vitesse de 4 km/h. Lors de la conception du fardier, Cugnot avait oublié un élément important. Quel était cet oubli? Il n'y avait pas de frein, il n'y avait pas de siège, il n'y avait pas de direction,
Eh bien oui, Cugnot créa effectivement le premier véhicule à se mouvoir tout seul, et par le fait même, il engendra le premier accident automobile de l'histoire. Alors que Cugnot s'affairait à tester sa nouvelle machine, il s'est rendu compte qu'aucun frein n'avait été ajouté sur son véhicule. Alors le fardier que l'on n'arrivait pas à freiner détruisit un mur en le percutant. Les essais ont été arrêtés et le véhicule entreposé où il tomba par la suite dans l'oubli. Au 19e siècle, lors de la Révolution industrielle, on cherchait le moyen de se déplacer plus rapidement avec des véhicules plus légers. De plus, pour faire suite à l'échec de Cugnot, on s'efforçait de trouver un moyen afin de ne pas utiliser les animaux comme source de pouvoir. C'est à cette époque que l'ancêtre de la bicyclette fit son apparition. Pour y arriver, le baron allemand Karl von Drais utilisa les roues à rayons pour créer la draisienne. Elle était la première machine dirigeable à être propulsée par la force humaine. D'abord très populaire chez les Français à la mode de la classe moyenne, l'idée fut reprise par Denis Johnson de Londres. Il eut une idée de génie afin de rentabiliser son nouveau produit. Denis Johnson créa une école de conduite où les clients apprenaient à conduire la nouvelle machine. On a dû attendre une quarantaine d'années, soit en 1861, avant que le serrurier et charron, Pierre Michaud, invente le vélocipède. C'est en réparant une antique draisienne que Michaud eut l'idée d'ajouter sur les roues avant un axe et des pédales de chaque côté. Le vélocipède a connu certaines transformations pour enfin devenir la bicyclette que l'on connaît de nos jours. Bien que Cugnot eut un échec en 1769, l'Anglais Richard Trevithick présente le premier véhicule routier britannique propulsé à la vapeur en 1801. L'Américain Oliver Evans fit de même aux États-Unis en 1804. Comme vous le constatez, ces véhicules sont énormes, peu malléables et de conception bizarre. Tout près d'un siècle après l'expérience de Cugnot, Amédée Bollée, qui était lui aussi ingénieur, façonna à son tour un véhicule à vapeur très lourd. Il pesait 4800 kg et pouvait accueillir 12 passagers. Pour parcourir 2000 km, le véhicule devait transporter 20 mètres cubes d'eau et 3600 kg de charbon, ce qui impliquait d'avoir une personne attitrée à l'opération de la chaufferie. Avez-vous remarqué que cette fois encore, il y a une expression qui est toujours utilisée de nos jours? Le chauffeur. On dit encore « Qui est le chauffeur de ce véhicule? Je vais chauffer mon char. » Bien, cette expression provient du temps des véhicules à vapeur où une personne devait mettre du charbon pour chauffer la chaudière afin de créer la vapeur pour faire fonctionner le véhicule. Donc, pour faire fonctionner ce véhicule, on devait avoir un opérateur et un conducteur. Bollée a créé plus tard une version plus petite de son véhicule. Celui-ci pouvait transporter que 4 personnes à la fois. Quelques années plus tard, la voiture à essence vit le jour. C'est Carl Friedrich Benz qui a déposé le brevet le 29 janvier 1886. Carl Benz, dont on entend toujours le nom de nos jours, crée une première société de matériaux de construction, puis se spécialise en moteurs industriels à essence en 1883. En 1885, il eut l'idée d'installer un des moteurs sur un tricycle qu'il conduit en ville à la vitesse de 15 km/h. Il s'agissait d'un moteur monocylindre d'1 litre refroidi à l'eau. L'allumage est électrique et il est incorporé à une boîte de vitesse. L'aventure industrielle progressant à grande vitesse, le carrosse doivent céder leur place aux premières automobiles qui découlent directement des techniques et des réalisations des fabricants de voitures hippomobiles. On voit ici ce que l'on appelait un buggy. L'industrie étant en constante recherche d'innovation, les professionnels de l'époque ont adapté ces véhicules afin d'y ajouter un moteur. Dès le début de l'automobile, plusieurs moyens de propulsion se sont trouvés en compétition. Parmi ceux, il y avait une chaude lutte entre le moteur à vapeur, le moteur à essence et le moteur électrique. Contrairement aux croyances populaires, la voiture électrique est apparue avant la voiture à essence. Et oui, c'est en 1881 que la première automobile électrique vit le jour. Ce sont les dénommés Nicolas Raffard et le constructeur automobile Charles Gentot qui l'avaient mise au point. Cette voiture électrique fut rendue possible grâce à la commercialisation de l'accumulateur au plomb
de ce qu'on appelle communément une batterie. Déjà dans les débuts du 20e siècle, il y avait la mise en marché non pas seulement des voitures électriques, mais aussi des machines pour les recharger. D'ailleurs, lors de la première course américaine des véhicules motorisés en 1896, 2 des 7 véhicules présents étaient des voitures électriques. Et ces 2 voitures sont arrivées en première et deuxième place. À ce moment, en excluant le moteur à vapeur, personne ne savait encore si c'était le moteur électrique ou le moteur à essence qui allait remporter la victoire pour ce qui allait être un très grand marché pour l'avenir. D'ailleurs, ceux qui s'alliaient au moteur à essence critiquaient l'automobile électrique en disant qu'il n'était pas assez fort et qu'il était dangereux pour les piétons dû au fait qu'il ne faisait pas de bruit. Depuis le début, les fabricants automobiles produisaient des véhicules sans habitacle fermé. Le conducteur ne disposait d'aucune protection contre les vents, la pluie et le froid. Avec le temps, des toits souples équipaient les véhicules, mais le conducteur ne disposait toujours pas de protection contre les intempéries. Vers 1899, sont apparues les premières voitures à conduite intérieure. Pour la première fois depuis les débuts de l'automobile, le conducteur profitait d'une protection contre le mauvais temps. Rappelez-vous quand on entendait dans les vieux films « Recherche véhicule à conduite intérieure ». De nos jours, ce n'est plus applicable car tous les véhicules sont protégés des intempéries. À cette époque, les fabricants construisaient les voitures de façon artisanale, mis à part le cadre qui était en métal, l'ossature des carrosseries était faite de bois par des menuisiers et recouverte de tôle par des ferblantiers. Seuls les constructeurs les plus avant-gardistes construisaient leurs véhicules en petite série. En 1903, Ford allait changer le monde de l'automobile en créant la Ford Motor Company. Quelques années plus tard, soit en 1908, Ford entame la production de la fabrication de sa première voiture à grande série, baptisée la Ford T. La conception de l'automobile modèle T révolutionne le transport et l'industrie américaine dans son ensemble. En tant que propriétaire de la Ford Motor Company, il devient une des personnes les plus riches et les plus connues au monde. Son nom est attaché au Fordisme, en lien avec la production en série basée sur la ligne d'assemblage de modèles économiques. Inventeur prolifique, il a déposé au total 161 brevets aux États-Unis. De 1908 à 1927, il produisit 15,5 millions d'exemplaires de ce modèle. Dans cette même période, le constructeur européen fabriquait toujours les automobiles en petite série. Bien que des gens croient à tort que la carrosserie monocoque est l'œuvre de Citroën en 1934, eh bien non. La première carrosserie fut inventée par Vincenzo Lancia. Lancia créa une nouvelle manière de concevoir l'automobile. La Lambda est la première voiture au monde à recevoir une carrosserie autoportante. L'idée en est venue à Vincenzo Lancia lors d'un voyage en bateau. Il aurait été frappé par la rigidité de la coque du navire. La rigidité en torsion constitue l'une des plus remarquables qualités de la voiture. Quant à la rigidité structurelle d'ensemble, elle est renforcée par un tablier et par un coffre transversal qui accueille à l'arrière la capote repliée. Le seul élément non structurant sont les portières et le capot du moteur. La carrosserie en acier est rivetée directement sur la structure sans carcasse de bois. La Lambda se singularise également par sa suspension avant indépendante ainsi que son moteur, le premier 4 cylindres en V. Le brevet originel d'une telle architecture mécanique a été déposé par Vincenzo Lancia en 1915 et le premier prototype présenté au Salon de Paris en 1919. Toutes les Lancia suivantes en découleront. La Lambda obtient à elle seule 7 brevets mondiaux. Comme je vous l'ai mentionné précédemment, on croit souvent à tort que la traction avant de Citroën est la première voiture monocoque. Il ne faut pas se confondre, car elle est la première voiture monocoque à être construite en série, comme Ford l'avait fait avec le modèle T. La traction avant, symbole d'une époque qui marqua l'histoire de l'automobile d'avant et d'après-guerre, André Citroën, fondateur de l'empire industriel automobile Citroën en 1919, la présente de façon officielle à la presse en avril 1934
puis la propose au grand public dans le cadre du Salon de l'automobile de Paris au mois d'octobre à la même année, où l'attraction de Citroën y fait sensation. Elle marque un véritable tournant dans l'histoire du marché automobile grâce à la mise en pratique d'innovations technologiques décisives telles son moteur flottant, son système de freinage à commande hydraulique, sa carrosserie monocoque, tout en acier, et surtout la disposition des roues motrices à l'avant, conçue par l'ingénieur André Lefebvre. La traction avant s'impose immédiatement comme une voiture révolutionnaire. La dernière traction avant sort de Javel le 25 juillet 1957 avec 759 123 véhicules. Elle a connu 23 ans, 4 mois et 15 jours de production, le record du monde de longévité pour son époque. Comment faisait-on les tests de collision à l'époque de la Citroën à traction? On lançait la voiture contre un mur, on faisait des essais en laboratoire, on lançait la voiture en bas d'une falaise. Aussi bizarre que cela puisse paraître, selon cet article paru le 25 mai 1934, cette époque, on lançait les voitures au bas d'une falaise. On y rapporte seulement une fêlure à la glace arrière. Bien qu'il n'y avait pas de passagers, cette vidéo nous montre comment cet essai a été effectué. La plateforme autoportant. La Volkswagen Coccinelle est la première automobile construite par le constructeur allemand Volkswagen. Ainsi nouvellement créée et dont le nom signifie « voiture du peuple », produite en 1938, elle est conçue par l'ingénieur allemand Ferdinand Porsche sur la demande du chancelier Adolf Hitler. Cette petite voiture possède certaines particularités uniques pour l'époque. Elle est construite sur une plateforme autoportante que l'on appelle cadre plancher. Elle possède un moteur refroidi par air situé à l'arrière du véhicule. Bien qu'elle ait été créée en 1938, elle n'a été mise sur le marché qu'en 1948 à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Ce petit véhicule marque le monde de l'automobile car elle a été vendue à grande échelle sur la planète et depuis elle a été produite pendant 65 années consécutives. Le 17 février 1972, elle bat le record de modèles vendus détenu par la Ford T. Tout au long de sa vie, on en vendit plus de 21 529 464 exemplaires à travers le monde. Le premier véhicule à 4 roues motrices a vu le jour en 1898. M. Ferdinand Porsche avait fabriqué un véhicule muni de 4 moteurs électriques, dont un moteur par roue. En 1902, la compagnie Sparker construisit la première voiture à transmission intégrale permanente. Équipée d'un moteur 6 cylindres de 8,7 litres, le fabricant l'a présenté au public lors du Salon de l'automobile de Paris en décembre 1903. La transmission intégrale, comme nous la connaissons aujourd'hui, a vu le jour en 1940. Suite à un concours mis sur pied par l'armée américaine, le concours fut remporté par le créateur de prototypes de Jeep, Bantam Willis Overland, et de la Bantam Car Company. En 1940, ce fabricant produisit 2700 unités. C'est dans le milieu militaire que le besoin de véhicules à transmission intégrale s'est tout d'abord imposé, avec la nécessité pour les véhicules de disposer d'une meilleure motricité que celle d'une simple transmission à 2 roues motrices classiques. Pour assurer ses positions au cas où la guerre reprenne, l'armée fit construire 700 000 Willys par Ford de 1941 à 1945. Après la guerre, les véhicules tout-terrain se sont répandus dans le domaine civil par des usagers spécifiquement utilitaires ou dans les pays en voie de développement dont le réseau routier comprenait de nombreuses pistes ou de routes en mauvais état. L'après-guerre fut prolifique concernant le développement des véhicules. La situation économique
permis de réaliser beaucoup de développements concernant le véhicule routier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à partager. Je vous invite à apprécier et à vous abonner. Cela va m'aider à vous produire encore plus de contenu qui pourrait vous intéresser. Ne manquez pas dans les prochains épisodes les types de véhicules modernes et plein de principes mécaniques intéressants. Mon nom est Gilles Pouliot. Je vous remercie. Salut les curieux!